sobre la fundación de la ciudad en Angola. Una reflexión sobre la mapa del Atlántico y sobre la fecha de la fundación, porque corresponde exactamente a finales del comercio de esclavos. Y es un cambio de perspectiva. No se trata de salir hombres para trabajar en Brasil. Hay otra oportunidad y quisiera saber qué producto va a desarrollarse en el sur de Angola. Y para qué intereses, porque se ve muy bien que es una nueva vía marítima, porque normalmente la vía del sur corresponde a Río, Angola. La vía del norte, Bahía del Benin. Aquí, Recife, el noreste al sur. Totalmente nuevo. Es una vía marítima totalmente nueva. Y quisiera saber cómo se une el conjunto de una nueva perspectiva de explotación africana con la zona noreste del Brasil. Los emigrantes es una oportunidad para hacer salir pobres de una zona en dificultad en Brasil para poblar a Angola, o más inversiones de una clase alta de la zona de Recife que va a poner dinero para invertir en esta vía. ¿Cómo se puede interpretar una nueva etapa en la economía, en la relación Brasil-Angola? Posso responder em português? Compreende, não? Espanhol, portunhol? Portunhol é melhor? Em portunhol. Ok. Hubo una única emigración de portugueses, de luso-brasileños, de Pernambuco para Moçambique. 1849 y 1850, no más. En Moçambique, los portugueses hablaron que los brasileños, los luso-brasileños, no era persona muy trabajadora, ¿sí? Fue un flujo específico, único, para la fundación de una colonia agrícola. Las nuevas conexiones o las nuevas rotas marítimas no se dieron con Pernambuco y Moçambique, no mucho. Pero Moçambique, como un nuevo puerto para la producción de azúcar, no fue una grande producción. Después café, algodão, cotton, né? Para as indústrias em desenvolvimento, em desenvolvimento. Logo, em seguida, produção de pescados, uma indústria de pescados muito grande em Moçambique também. E estes produtos eram para el comercio de la costa de África, né? E pouco para Europa, para Lisboa. Para o Brasil, pouco de trânsito, né? Pero não muito, né? El principal comércio se hubo com a costa africana e com a Europa, né? Pero la fundación de la colonia, el inicio de colonia de Moçambique, fue con
brasileiros, né? La imigración de portugueses para a América continuou por muito tempo, hasta o século XX, mais ou menos 1960. Né? Muitas pessoas, né? Poucos saíram, né, de Brasil para a África, né? Poucos, né? Uma outra população de portugueses em Pará, ao norte do Brasil, haviam solicitado ao governo de Lisboa uma imigração para a África, né? Pero Portugal ha dito não, por conta desta imigração para Moçambique com este grupo, não foi uma muito boa imigração, né? Criou-se, a colônia começou, pero com outros trabalhadores vindo de Portugal, das Ilhas Madeiras, da Algarve, para Moçambique, né? Sim. Okay. ¿Más cuestiones? Je voudrais faire un commentaire sur le port de Tunis, sur la Tunisie. J'étudie les ports argentins, Rosario et Mar del Plata. Et en vous écoutant, en fait, j'ai l'impression de me retrouver en Argentine. C'est la même chose. C'est-à-dire c'est les mêmes acteurs. Il y a Ersan, il y a Duparchi, qui travaille avec d'autres entrepreneurs. Les compagnies ferroviaires construisent des ports. Et donc le commentaire que je fais, c'est si nous étions dans une situation coloniale en Tunisie, est-ce que l'Argentine ne serait pas non plus quelque part une sorte de situation coloniale, c'est-à-dire du point de vue, quand on fait la comparaison en fait, c'est-à-dire les entreprises investissent, mais pour, comment dirais-je, extraire la matière première, etc. quoi. Donc en fait, juste un commentaire, j'ai l'impression de me retrouver en Argentine en vous écoutant. Est-ce qu'il faut répondre ou Ben, je dirais la même chose là. Quand notre collègue parlait de la Tunisie, systématiquement, je voyais les ports marocains. Bon, il y a des réussites, comme c'est le cas du port de Casablanca, qui est toujours opérationnel. Et donc, les premiers avaient bien vu, si j'ose dire. Et il y a des ratés, comme c'est le cas du port, ce qu'on appelait le port Lyoté. C'est le port à qui le résident général a donné son nom, qui s'appelle aujourd'hui le port de Kénitra, et qui a tout simplement été fermé. Et donc on construit, c'est vrai, on va vers la construction de nouveaux ports, notamment au nord de Kénitra, à 24-25 km au nord de Kénitra, toujours sur la façade atlantique. On construit aussi d'autres ports un peu partout, mais il faut aussi citer les belles réussites. Les acteurs aussi, les concessionnaires, on retrouve les mêmes du côté marocain, Ercent, etc. Donc moi, ma question va vers Saïd. En l'écoutant, bien sûr, j'ai apprécié, j'ai appris. Et donc peut-être, je pense qu'il fallait peut-être élargir la période de votre étude de manière à suivre l'évolution des activités portuaires de Safi jusqu'à aujourd'hui. Parce que, on le sait, les côtes safiotes ont perdu beaucoup de leurs ressources halieutiques. Et la sardine, qui a fait la fortune du port, on ne la retrouve plus, ou elle est quasiment inexistante. Et les fameuses usines qu'on retrouvait, vous avez recensé 80 usines dans les années 60. Je me suis arrêté à l'an 1950. Ah oui, donc juste à la veille de l'indépendance. Ouais. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Et maintenant, je crois qu'il y a une seule usine de conserve à Safi. Quand on passe par la ville des usines de conserve, c'est une ville fantôme. On réfléchit pour voir comment convertir ces sites, mais pour l'instant,
c'est vraiment triste. Le paysage portuaire est triste. Mais la chose positive, c'est qu'on va transférer le site pétrochimique à Jorf Lasfar, et donc ça va un peu, ça va rendre la ville plus vivable. Voilà, je vous remercie. Il y a autre question sur un moment. Oui. Il y a autre question sur le thème de Maroc, Tunis. Tunisie, si vous voulez bien. Donc là, vous nous avez parlé évidemment des grandes implantations portuaires, mais on sait qu'en Tunisie, ensuite, l'histoire elle continue à s'écrire avec des ports de taille moyenne ou intermédiaire. Et je pense notamment au port, tonnier de Sidi Daoud. Il remonte à quand, en fait, ce port, cet équipement? Et par rapport à d'autres ports de pêche de cette taille? Je peux répondre? Oui, alors merci. Donc pour la première intervention, je ne pourrais pas répondre parce que je ne connais pas le cas de l'Argentine, donc je ne pouvais pas comparer. Peut-être madame pourrait le faire parce que je ne connais pas la langue dans laquelle vous avez parlé. Donc, et c'était, tout à l'heure j'ai parlé de l'historien français, c'est Dominique Barjot qui travaille sur les Batignolles, qui a travaillé, Dominique Barjot, oui, même sa femme aussi. Il travaille sur les entreprises portuaires et surtout les Batignolles. Donc, pour la tonnerie de Sidi Daoud, c'était construit en 1961 sur la côte du Cap-Bon, en face de la Sicile, et c'était construit par des Italiens, Pina, qui ont construit cette entreprise. Actuellement, les locaux parlent de Tonnara. Tonnara, c'est presque la prononciation italienne. Et même les noms des poissons en Tunisie, Cocheborg, ainsi de suite, sont des noms italiens jusqu'à aujourd'hui. Des noms italiens, l'influence italienne. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques Italiens qui sont installés, surtout au Cap-Bon. Mais avec cette première, disons, ce premier port, 1960, le port italien, à Sidi Daoud, il y a la concession d'une mine, la première mine en Tunisie, en 1960, à Jbel Arsas. C'est une mine aussi concédée à des Italiens. Et lorsque la compagnie Bongelma a demandé Rades, les Italiens ont refusé, et surtout cette compagnie minière de Jbel Arsas, parce que Jbel Arsas n'est pas loin de Rades. Donc, on a évité Rades pour des raisons diplomatiques, on a voulu échapper aux remarques ou disons aux requêtes des Italiens, et raison pour laquelle on a choisi Tunis, mais c'était un mauvais choix. Merci. Très bien. Pour répondre à la question de Madame Leila Mziane, donc c'est vrai que j'aurais dû élargir la période du port de Safi jusqu'à même aujourd'hui, mais comme la thématique de ce colloque était la création portuaire, et donc je l'ai limité à la première moitié du XXe siècle. Justement, pourquoi jusqu'à les années 50? Parce que les années 50, c'est là où Safi était le premier port sardinier du monde. Maintenant, il n'est plus. Il n'est que dans la tête des gens de Safi qui continuent à dire on est le premier port de sardinier du monde, mais c'est fini. La dernière fois où Safi a été classé, la dernière fois, Safi, ça veut dire en arabe, ça suffit. C'est fini. Safi, c'est fini. Mais la dernière fois où Safi a été classé premier port sardinier du monde, c'était en 1983. Et justement, Madame Leila Mziane a parlé de la pollution. Et cette pollution est due à quoi? À l'installation des deux usines, Maroc Phosphore et Maroc Chimie, au sud de Safi. Donc, là où il y a la plus grande réserve de sardines et de poissons dans le monde, a été installée le plus grand usine de phosphate dans le monde. Et donc, ça c'est un avantage pour l'économie nationale parce qu'on est le premier producteur
du phosphate. On est le deuxième producteur du phosphate au monde et le premier exportateur. Et ça, d'un côté, c'est un avantage pour l'économie du pays, mais d'un autre côté, ces installations, ils ont créé une pollution. La pollution a fait baisser les réserves de poissons dans la région de Séfi. Et ça, on parle des choses ratées. Il y a une chose ratée aussi dans cette construction du port de Séfi, c'est qu'elle était construite, la rade de Séfi, et par rapport à Agadir ou à Essaouira, il y a des plages énormes de dizaines de kilomètres. Par contre, la rade de Séfi, c'est juste 3 kilomètres. Donc cette rade, il y avait une belle plage pour une station balnéaire et en même temps un port, c'est-à-dire un havre, et comme on a dit tout à l'heure. Mais après la construction de ce port, de ce nouveau port dans cette station balnéaire, d'abord on a supprimé la vocation touristique de Séfi. Donc, c'est pour cela qu'il n'est pas une ville très connue ici en France par les touristes français. Et deuxièmement, malheureusement, de l'autre côté de cette plage sableuse, il y a la roche, il y a la falaise. Et donc, la construction de cette grande jetée a fait subir à cette falaise des dégradations. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais bien aimé avoir pour que vous dessiniez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, imaginons que c'est ça le littoral de Séfi, là où il y a la falaise. Et la jetée a été construite comme ça. Et pour contrarier la houle qui vient de sud-ouest. Et donc, cette houle, après la construction du port en 1923, il frappe dans la jetée, il regagne avec une puissance doublée la falaise, il la casse. Et la première victime de cette, puisque monsieur, vous travaillez aussi sur le patrimoine du littoral, la première victime du port de Séfi, c'était un patrimoine architectural et archéologique. Il s'agit du château de mer portugais, donc, qui a subi des dégradations, qui a été chuté en 1930. Ça veut dire 7 ans après la construction de la jetée. Donc ça je l'appelle malheureusement les inconvénients de cette construction de ce port de Séfi. Et jusqu'à nos jours, ça continue à saper et on a chaque Disney l'avancée de la mer au détriment du continent. Ça se pose juste uniquement à Séfi à cause de la position de cette jetée. Et je crois que le Français qui a construit le port de Séfi, l'ingénieur français, il s'appelle Garlabon. C'est le père de l'acteur. Et Garlabon, il a dit, c'est la plus grande erreur de ma vie. Voilà. Je vous remercie. C'est fini? Oui. D'accord. C'est bien. D'accord. Merci. Je vous remercie.